الإرهاب وما هو الإرهاب ومن هم الإرهابيين. Bien, ben, je serai très rapide. Deuxième date que je pose, celle du traité de Sèvres et son corollaire de la négociation préalable entre les deux ministres des Affaires étrangères français et britanniques, Sykes-Picot, qui en 1916 ont aussi redécidé se chevauchent d'une certaine façon. Premièrement, on sait que les Émirats sont un acteur majeur dans la... Mais ce n'est pas de la censure, absolument pas. Notre responsabilité, ou en tout cas notre insuffisance, je sais, c'est finalement un printemps sécuritaire auquel nous faisons face. Et que ce printemps sécuritaire des États-Unis et un certain nombre d'États arabes, bref, est-ce que finalement ce qui est en train de se passer n'est pas une conséquence néfaste, bien évidemment, de cet état de fait? Certains diront qu'une bonne partie... Résumé de mon propos en disant attention donc aux... لكن أتحدث عن شخص يحلم بأن يعيد لنا الحكم العثماني إلى العالم عاده من أجل مصالحها. وأكبر دليل مصر الآن سواء كانت غربية إسلامية مسيحية يهودية، بالتالي تمويل ورعاية الإرهاب كان عبر التاريخ يتم تبنيه من دولة ما، ولا أريد أن أدخل في. Dans une société caractérisée par le pluralisme, c'est qu'elles ont attendu jusqu'en 2009 pour entrer véritablement dans les traités qui font l'Union européenne d'aujourd'hui. Fondamentaux même de l'Union européenne qui ne s'appelle d'ailleurs pas encore comme ça. Alors, j'ai deux questions. La première... de décapitation atroce. Mais il y a quand même des pays au Moyen-Orient qui sont d'ailleurs des alliés qui décapitent tous les mois. En Arabie Saoudite, vous savez, en France, il y a une censure sur YouTube. On ne peut pas voir des scènes aussi atroces, mais on peut les voir sur YouTube en arabe ou sur Dailymotion. De conclusion. Donc, et sachant qu'on est tellement... Il faut aussi... D'abord, première question. Et deuxièmement, Gaza, vous le connaissez bien, effectivement. Et quelle est la situation aujourd'hui à Gaza? Car cette situation est... On peut les voir sur YouTube en arabe ou sur Dailymotion en arabe. Il n'y a aucune censure. Et vous pouvez... Je crois qu'il y a des éléments de court terme tout d'abord. Le court terme, c'est l'échange de renseignements, c'est la mutualisation d'un certain nombre de moyens pour faire de telle sorte que l'on puisse frapper, j'allais dire, ces mouvements terroristes à la base et faire de telle sorte qu'on puisse empêcher autant que possible leur capacité d'action, leur capacité d'agir, leur capacité de se former, leur capacité de s'organiser, leur capacité de prospérer. Et donc, dans ce cadre-là, il ne peut y avoir qu'une action internationale avec tous les pays concernés, ceux de la région au premier chef, parce que les populations de ces pays et de cette région sont les premières victimes, mais aussi tous les pays d'Europe qui doivent agir de manière plus concertée, de plus rassemblée, plus efficace aussi, pour mettre en commun un certain nombre de moyens et de capacités d'intervention, avec des frappes aériennes, mais aussi peut-être des forces spéciales, voire des troupes au sol, pour faire de telle sorte que l'on puisse éradiquer, j'allais dire, ce terrible monstre qu'est Daesh, avec tout ce que cela comporte. نوضح أسباب الإرهاب وعناصر الإرهاب وكيفية مواجهته، والأمر يحتاج إلى قرار سياسي من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن. وأنا أعتقد أن ما عملته اليوم المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تقدمت بمشروع واضح لمكافحة الإرهاب وإعادة بناء الدول التي دمرها الإرهاب مثل ليبيا ودول أخرى يعتبر مخرجا. أنا أدرك أنني كنت صريحا أكثر مما تعودوا عليه، ولكن يجب حتى لو كان ذلك مؤذيا لمشاعر دول الاتحاد الأوروبي، لكن أنا أعتقد أن المصارحة هي جزء من الحل. هل تعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي والغرب عموما فهم فعلا حجم المشكلة
بالحجم الذي تحدثت عنه من خلال أن الإرهاب أصبح داخل أوروبا وأنهم أصبحوا المعنيون الأوائل بهذه العملية وليست قضية محصورة فقط بمنطقة العالم العربي. لا أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي ستدفع ثمن الأخطاء السياسية والقانونية السابقة التي مارستها على العالم العربي. هناك بعض الدول كانت تستخدم بعض التنظيمات مثل الإخوان المسلمين وغيرهم لتنفيذ أجندة داخلية تخدم مصالح دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. الآن أصبح اللهيب موجود في فرنسا، في وسط بريطانيا، في وسط بلجيكا، هولندا. الإرهاب يتجمع من 92 دولة. في الإرهاب الذي كنا نشاهده أيام القاعدة وبن لادن أصبح ضحوكا ومزحة أمام الإرهاب الذي نشاهده، وهو مستورد من أشخاص كانوا يعيشوا ولا يزالوا في دول أوروبية. يعني هذه العمالقة والذبح وطريقة الإرهاب الجديد هذا مستورد على العالم العربي من أوروبا، وبالتالي أصبح الخطر على الجميع. الاجتهاد في استخدام بعض التنظيمات الإرهابية كما تقوم تركيا اليوم هذا يعني يجب أن يكون واضحا ولا لبس فيه. من يتواطأ مع الإرهاب أو يساهم في مساعدة الإرهاب أو استمرار الإرهاب يجب أن يعاقب، لأن الإرهاب شمل العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي. الآن أصبحنا يعني جميعنا في هذا اللهيب وهذه النار. لذلك التحرك الأوروبي يجب أن يكون سريعا حماية لأنفسهم وليس حماية لنا. نحن تعودنا في العالم العربي على الحياة في ظل المأساة، هم هذا بالنسبة لهم عالم جديد وحياة جديدة. يجب عليهم أن يدركوا أننا ما كنا نحذر به منه في السابق الآن يدفعوا ثمنه. نأمل أن يتم تعاون عربي أوروبي بطريقة صحيحة تتعلق بمحاربة هذا الفكر التكفيري ثقافيا وسياسيا وإعلاميا وأمنيا، ولكن الأهم أن تتفهم أوروبا أن لهم شريكا في العالم العربي، بدل من تدمير هذه الدول اللي كانوا بيعتبروه مفخرة أن تدمر هذه الدول. بغض النظر عن أنا لا أدافع عن أي نظام ديكتاتوري قضى وانقضى وانتهى، لكن أدافع عن دول عربية تنهار أمام أعيننا مثل ليبيا. الشعب الليبي يستحق الحياة ويستحق أن ينعم بالخيرات التي من الله عليه في ليبيا. الشعب السوري والدولة السورية. أوروبا تمارس تدمير لكل المقومات التي يمكن أن يبنى عليها دولة وطنية جدية من خلال استغلال بعض الأفراد أو بعض الجماعات. أنا الآن الاتحاد الأوروبي أو دولة الاتحاد الأوروبي أكثر وعيا أكثر دراية، ولكن الاختبار في القرارات السياسية. Je me réjouis d'avoir participé ce matin à cet important colloque qui s'est tenu à l'Assemblée nationale sur le terrorisme, on va mettre des guillemets, et qui nous a appris beaucoup de choses. J'ai été moi-même très impressionné par la qualité des interventions et spécialement par les réponses qui ont été faites par le ministre Dallan, qui était venu tout droit, je crois, des Émirats. Alors, 2 ou 3 conclusions que j'ai pu tirer. La première, c'est que j'étais très impressionné par le fait que chacun ou presque a dit « le feu est à la maison ». Le feu est à la maison, on peut encore éteindre l'incendie, mais il faut faire vite, sinon il sera trop tard. Et quelqu'un, je crois même que c'est M. Dallan, a dit « mais ce qui s'est passé en France pourrait être considéré comme bien peu de choses par rapport à ce qui nous attend si rien n'est fait ». Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est aux politiques de parler, mais les universitaires ont toujours un petit mot à dire. Bon, moi je rejoins assez bien ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, bien entendu, et deuxièmement, il faut impliquer l'Europe. L'Europe, moi, il y a longtemps que je la connais, j'ai fait ma thèse de doctorat il y a longtemps sur le général de Gaulle et l'Europe, et je crois qu'au fond, on l'a bien dit, elle s'est peu préoccupée de ses problèmes jusqu'à maintenant, jusqu'au récent traité. Donc il faut que l'Europe s'investisse là-dedans comme elle commence à le faire, mais... Alors, moi, je suis d'abord très contente d'avoir participé et entendu cette conférence qui était extrêmement intéressante. Et la problématique moi, qui m'intéresserait de développer, c'est la situation des jeunes radicalisés en Europe. Parce que je pense qu'on a affaire maintenant à un terrorisme
d'une nature tout à fait différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Le terrorisme à la Al-Qaïda, qui s'attaquait essentiellement à des institutions, qui prenaient des otages, à des symboles, eh bien, c'est plus du tout le même aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce terrorisme, donc Daesh en l'occurrence, s'attaque notamment à ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire notre jeunesse. Et lorsque je vois aujourd'hui en France et en Europe tous ces jeunes radicalisés, ce ne sont pas comme on l'imagine ou comme on le dit souvent, des jeunes des banlieues, donc deuxième génération, un peu paumés, sans culture, etc. Il y en a un petit peu évidemment. Mais la plupart de ceux qui partent aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont été recrutés par le biais d'Internet, qui ont été recrutés par des réseaux sociaux et qui du jour au lendemain se trouvent radicalisés et deviennent comme toujours les nouveaux convertis, qui deviennent complètement incontrôlable et capable de tout et capable essentiellement du pire. Et j'ai l'impression que là, il y a une vague de fond qui est en train de laminer notre jeunesse, qui elle-même se trouve un petit peu en difficulté par rapport aux contraintes économiques, etc., ce qui est un peu normal aussi au niveau des jeunes. Mais c'est très inquiétant. Alors que faire ? Je pense que déjà, il faudrait que les musulmans eux-mêmes puissent donner une autre image de la religion musulmane. On les entend, on commence à les entendre, on les a vus défiler à nos côtés le 11 janvier, et je crois qu'il faudrait leur donner davantage d'écho, de manière à ce que dans les écoles, dans les quartiers, etc., les jeunes qui pourraient se radicaliser se rendent compte que l'islam c'est pas ça, et qu'en tout cas c'est pas au nom de l'islam que l'on fait ça, que ces gens de Daesh sont uniquement de purs barbares qui commettent des atrocités épouvantables et que ça n'a rien à voir avec aucune conviction religieuse. Déjà, si on arrivait à scinder ces choses-là par rapport à nos populations ici en Europe, je crois que ce serait déjà pas mal. Puis ensuite, je crois qu'il y a le problème financier. Donc je crois qu'il faut arrêter aussi là au niveau des États de se voiler la face. Si on avait le courage de fermer les robinets financiers de cette institution terroriste, déjà on arriverait un peu mieux avancé, je pense. Une dernière question, madame. C'est intéressant ce que vous avez dit sur le problème des jeunesses. Est-ce que vous pensez que les institutions de l'État, le gouvernement ou la République, quand même, a démissionné de son rôle vis-à-vis auprès des jeunes pour laisser la place, comme vous avez dit, il y a des jeunes qui sont recrutés par Internet ou par d'autres moyens? Ça me paraît évident. Je veux dire, on n'a pas vu les choses arriver. Et c'est vrai qu'on a délaissé donc une grande partie de notre jeunesse, de notre population, qu'on a un petit peu désespérée, pour des raisons économiques, pour des raisons de laxisme, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont effectivement en recherche de sens. Et c'est pour ça que là, au niveau politique, tous les partis politiques, le président de la République l'a dit, d'essayer par exemple de remettre en place des structures comme le service civique, des choses comme ça. Je crois qu'il faut absolument le faire de manière à essayer de redonner du sens à la vie pour tous nos jeunes, au-delà du consumérisme, etc. Et ça apporterait peut-être une réponse à ceux qui partent dans ces dérives pour ces raisons-là, déjà. Comment vous voyez l'action de certains pays arabes, de toute façon, dans la lutte contre le terrorisme? Il y a beaucoup, pour l'instant, ce sont surtout des pays arabes qui prennent le flambeau de la lutte. Tant mieux. Sur le terrain. Mais tant mieux. Mais je veux dire, mais je crois que c'est ça qu'il faut. Et il faut aussi que les populations locales réussissent elles-mêmes à se prendre en charge. Vous savez, moi, dans les années 95 à 97, j'étais aux côtés de mes amies femmes algériennes. J'étais à Alger, notamment le jour du massacre de Bentala, et vous voyez, donc dans des conditions vraiment, vraiment douloureuses. Et j'ai eu une très, très grande admiration pour les femmes algériennes qui se sont levées. Toutes mes amies, leur slogan, c'était plutôt mourir debout que vivre à genoux. Je veux dire, et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que je me mets aussi à la place de ces populations qui sont aux prises avec ce terrorisme. Ça doit pas être, c'est pas facile à vivre évidemment, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut encourager, soutenir les populations pour qu'elles-mêmes puissent prendre les armes contre ces terroristes et en disant à un moment donné non, plus ça, fini. On ne cédera pas au risque de notre vie, de toute façon mourir pour mourir, au risque de notre vie, maintenant le terrorisme ne passera pas. Merci beaucoup, madame. Merci. Vous auriez une carte? Oui, je vais vous la chercher, je vous la ramène.
المناقشة النهاردة كانت في منتهى الروعة والجمال، وأنا مبسوط جدا من أستاذ محمد دهلان لأن هو محلل يعني عظيم، وفي دقائق قال التحليل اللي بيحصل في الدول العربية واللي بيحصل في مصر والحلول. الكلام بتاعه ما فيش أي حد غربي بيعرف يقوله، والتحاليل اللي احنا بنسمعها وبنقراها بعيدة كلية عن الواقع. فأنا أكرر تاني إن اللي قاله محمد دهلان يسجل ويتوزع على جميع البرلمانيين الفرنسيين والأوروبيين. أدي أول حاجة. مش طبعا هو احنا ما عنديش وقت، فأنا هلخص في حاجة صغيرة. الحل النهارده موجود لا في واشنطن ولا في لندن ولا في باريس. الحل النهارده في كايرو، في القاهرة. ليه؟ لأن المسلمين نفسهم فاهمين الخطر، وإن المسلمين اللي بنسميهم هناك المسلمين الليبراليين خلاص عرفوا ما هو الإسلام الإرهابي وما سماه محمد دهلان الإسلام السياسي اللي هو معروف. الإخوان المسلمين هو العدو الأول النهارده للشعب المصري، عدو الأول برضه للأقباط، وكل الفروع اللي طلعت بقى منه داعش نسميها بقى، احنا عايزين بقى داعش، القاعده، كله دي جايه من اساس من 1928. فاذا ما كانش الدول الغربيه تسيب المخطط اللي كان موجود واللي كلمته هيلاري كلينتون في كتابها وقالت ان احنا كنا عايزين نعمل دوله اسلاميه في سيناء ونفتح الحدود الغربيه على ليبيا وتمسكها حماس وياخد جزء منها اسرائيل، مكتوب سياسه استراتيجيه مكتوبه. وبعدين طبعا اللي عمله الشعب المصري في 30 يونيو وفي 3 أغسطس وفي 3 يوليو، يعني يومين 2 بس قبل ما يعلنوا الدولة الإسلامية، كل الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية وقعت. وهم مطلوب من أوروبا أنها تصحى تفوق، لأن النهاردة مش بس المشكلة مشكلة مصر أو الدول العربية، مشكلة النهاردة ان الخطر على الدول الأوروبية، وشفناه في كوبنهاجن وشفناه في باريس، شفناه قبل كده في لندن وفي مدريد، وشفناه في 11 سبتمبر. فاللي احنا طالبينه دلوقتي عشان ما بقاش طويل، اللي احنا طالبينه من الأوروبيين ان هم يعرفوا ان العرب، ان المصريين وبالذات مصر، لان الدولة القوية المنظمة اللي فيها رئيس له هيبته، وراح للأزهر وقال لهم لازم نوقف الأيديولوجية الإرهابية ولازم ننظف يعني التعليم. وراح أول رئيس مصري من 1400 سنة يروح يعني يقول في احتفال الكريسماس بتاع الأباط، ما حصلتش في 1400 سنة. فالنهاردة العالم العربي في قصاده قوة كويسة في مصر، في شعب مصري مسلم ومسيحي متحد. فدي فرصة العمر اللي إذا كانوا الأوروبيين عايزين يخرجوا من المأزق اللي دخلوا فيه، سيبوا الإخوان المسلمين، سيب اللعبة مع الشيطان وروح اتحد مع الدول العربية الفايقة القوية اللي عندها العزيمة وعندها الإرادة.